J'aimerais remercier Laura et Nathalie pour leur invitation, pour leur confiance et leur travail, pas facile d'ordinaire, mais encore compliqué par la situation. Ma première diapo va peut-être un peu vous surprendre. En fait, il s'agit de l'affiche du programme de cette journée, mais je l'ai insérée parce qu'en fait, elle est aussi le produit de notre culture occidentale de l'imprimer. Donc, comme vous le voyez, elle est en couleur rose. Et si aujourd'hui, ce choix se fait sur un critère esthétique, c'est parce qu'au fil du temps, une liberté a été conquise. Car à la période dont je veux vous parler, imprimer une affiche en couleur était en quelque sorte une obligation au milieu du 19e siècle. Parce que les affiches blanches, en fait, qui étaient utilisées, qui étaient placardées dans les rues, étaient alors réservées à la communication gouvernementale. Cependant, comme on le voit ici avec l'affiche du journal La Sentinelle du Peuple, publié à Paris en mars 1848, et dont les affiches se sont placardées dans les rues de la capitale, ce monopole de l'affiche blanche est fortement remis en cause. Il est remis en cause par quoi? Par justement une explosion journalistique incontrôlée, qui trouve son apogée au cours des années 1848-1849, moment d'émergence donc d'une nouvelle culture démocratique de l'imprimé périodique, observable simultanément en France et en Italie. Alors je dis nouvelle parce que en fait il a déjà existé une première presse démocratique durant la Révolution française avant qu'une stricte censure ne se remette en place, renforcée par l'efficacité administrative introduite par le Premier Empire, donc au début du 19e siècle, aussi bien en France qu'en Italie. Ensuite, il faut attendre les révolutions de 1830 et surtout de 1848 pour que s'observe un nouveau foisonnement journalistique, plus important et plus européen surtout. Il est mal connu encore des historiens parce que les études sociales, culturelles, matérielles, d'autant plus dans une perspective transnationale, sur la presse demeure rare, alors que la presse, la civilisation du journal, pour reprendre l'expression qui a déjà été utilisée plusieurs fois, euh, est en fait internationale. Elle transcende les frontières, aussi bien entre France et Italie que entre les États italiens eux-mêmes, parce que à l'époque, euh, l'Italie est alors divisée, comme on le voit bien sur la carte, avec le royaume de Piémont-Sardaigne au nord, la Lombardie-Vénétie annexée par l'Autriche, au centre la Toscane et les États pontificaux, et au sud le grand royaume des deux Siciles. Donc dans ces États qui fonctionnent selon un modèle d'ancien régime, il n'est pas de liberté démocratique et sûrement pas de liberté de la presse, jusqu'au mouvement révolutionnaire de 1847, qui ont permis le bouleversement de cet ordre quasi simultanément dans tous les États. La situation en France, elle, est diverse. La révolution de juillet 1830 a permis un premier approfondissement de la liberté de publication, mais le pouvoir a réagi avec des lois restrictives, notamment en 1835. Parce qu'en fait, la monarchie de juillet, qui est le régime de l'époque, entre 1830 et 1848, pardon, est un régime censitaire, dans lequel les droits nécessitent un certain capital économique. Pour la presse, il faut payer un cautionnement qui peut être de plusieurs milliers de francs et donc qui empêche les initiatives démocratiques. Donc c'est bien cette presse de notables, chère à produire, chère à consommer aussi, et sa culture de l'imprimé périodique assez élitiste que viennent bouleverser les années 1848-1850 avec un vigoureux développement démocratique de la presse que je vais d'abord essayer de caractériser. Donc, avec la conquête de la liberté de la presse en Italie et la révolution républicaine de février 1848 en France, au mois de mars, on peut dire que les conditions idéales sont réunies dans les deux ères pour une explosion sans précédent de l'imprimé périodique, ce que l'on peut observer dans les grandes villes autant françaises qu'italiennes, comme à Paris, Naples, Lyon ou Rome. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une explosion et non d'une progression linéaire, parce que en 1845-1846, il s'est créé approximativement autant de journaux dans ces villes qu'après la révolution de 1830. 1848 donc bouleverse bien tout. Plusieurs centaines de feuilles apparaissent avec des chiffres étonnamment comparables entre la France et l'Italie. On voit que finalement au niveau quantitatif, Paris, avec ses près de 240 feuilles environ, donc entre mars et décembre 1848, ne semble pas très en avance sur Naples, qui a environ 120 feuilles, mais qui a en même temps une population
une population de moitié, en fait 500 000 habitants contre plus d'1 million pour Paris. Et dans deux villes comparables démographiquement, qui ont à peu près 200 000 habitants, Lyon et Rome, on voit que les chiffres sont très proches, 50 journaux créés à Lyon, 40 à Rome. Donc la force du souffle journalistique démocratique est aussi forte en Italie qu'en France. Et toutes ces feuilles qui sont souvent éphémères, la moitié ne dépasse pas la dizaine de numéros, sont toutefois de très bonne facture, ce qui atteste de l'implication d'imprimeurs. C'est un phénomène donc qui est urbain, parce que dans les grandes villes, on peut se fondre dans la masse, on peut échapper aux autorités, changer d'imprimeur aussi, parfois à chaque numéro même pour certains journaux. Donc c'est un phénomène vraiment urbain et qui résulte d'une triple démocratisation. La première, c'est le contenu des journaux, donc avec des idées radicales, dont celle de la défense de la liberté de la presse, qui est la source même de l'existence de ces journaux. Une extension du lectorat qui est largement favorisée par un certain avancement de l'alphabétisation et surtout la baisse des prix des journaux. Et enfin, ce que j'aimerais évoquer maintenant, c'est une démocratisation de la production, avec l'implication de catégories sociales urbaines qui étaient auparavant exclues de la production journalistique. Donc, pour mener cette étude sociale en fait, de la presse démocratique, j'insisterai surtout sur une catégorie. Ce sont les ouvriers typographes. Ils ont un rôle clé. Ils sont les employés des imprimeries, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois l'instruction nécessaire pour composer les journaux, le savoir-faire, et ils appartiennent à ces classes populaires urbaines qui portent les idées démocratiques radicales, que ce soit dans les villes italiennes ou françaises. Donc, je vous ai mis un exemple là parmi tant d'autres de deux journaux qui sont faits par des ouvriers typographes, donc le Patriote lyonnais, créé en avril 1848, et à gauche le Journal des ouvriers, créé à Bordeaux à la même période. On voit que le Journal des travailleurs, qui est le sous-titre du Patriote lyonnais, rejoint Journal des ouvriers, qui est le titre du journal à Bordeaux, donc on voit bien un partage d'une même culture. Et donc ces journaux sont caractéristiques de la nouvelle production démocratique, et de l'implication donc des ouvriers typographes. Mais j'aimerais insister aussi sur un autre élargissement démocratique, qui est l'implication féminine. Donc, à la différence des ouvriers qui ont conquis le droit de vote et l'élection en 1848, les femmes ne peuvent pas ni être élues ni voter. Donc prendre la plume, diriger un journal, c'est l'un des seuls moyens dont elles disposent pour intervenir dans l'espace public, mais il leur est toujours officiellement interdit d'être des gérantes de journal, parce qu'il y a une dimension juridique. Et cependant, dans les faits, elles occupent, elles gèrent, elles dirigent certains journaux, comme on le voit là avec La Voix des femmes, qui est un journal féministe donc fondé à Paris en 1848 et dont le titre dit bien l'ambition démocratique qu'il porte, et dont la directrice est Eugénie Niboyer. Donc elle fait partie des rédactrices de journaux qui jouissaient d'une certaine réputation à l'époque et qui ont été étudiées par Michel Rio-Sarcey dans son ouvrage fondateur sur donc plusieurs figures en vue, mais qui n'a pas vraiment impulsé une dynamique de recherche sur ces femmes, car il en existe beaucoup qui sont encore peu mises en lumière, comme Adèle Esquiros, qui a écrit dans nombre de journaux qui ont été créés généralement par son mari, Alphonse Esquiros, entre 1848 et 1851, surtout à Paris. Notamment, là, on voit un exemplaire, la Tribune nationale, mais il y en a eu d'autres. Alors, l'implication de femmes qui sont encore méconnues des historiens dans la publication journalistique euh, existe aussi en Italie, où il y a encore moins de travaux. Je vous ai mis l'exemple là d'un journal créé à Naples, à la même période, toujours en avril 1848, et donc qui s'appelle un comitato di donne, c'est-à-dire un comité de femmes, donc qui est un peu moins élaboré typographiquement, mais qui aussi n'a pas de gérant femme, parce que là-bas aussi c'était à Naples, dans le royaume des deux Siciles, c'était aussi interdit, mais dont la directrice officieuse, entre guillemets, est Adélaïde Ruggiero, qui signe donc les éditoriaux. Mais plus que dans la publication et dans l'écriture, le domaine où les femmes peuvent assumer légalement une participation au développement démocratique de la presse, c'est l'imprimerie.
et ce rôle des imprimeuses de presse est encore méconnu. Elles ont souvent un même profil. Ce sont des veuves qui ont repris l'entreprise de leur mari, car la loi leur permet de reprendre le bénéfice du brevet d'imprimeur qui est nécessaire pour les publications. Et lorsqu'elles le font, c'est souvent après avoir été associées pendant longtemps à la gestion de l'entreprise. Donc elles ont un savoir-faire recherché. Là, j'ai pris un exemple à Dijon pour sortir un peu des grandes villes, puisqu'on a le cas d'une imprimeuse, Marie Noëlla, donc, qui joue un rôle essentiel dans la production de pas moins de 5 journaux, ce qui est beaucoup pour une ville de moindre taille que celle que j'ai évoquée précédemment. Surtout que ces journaux ont eu tous plus d'une centaine d'exemplaires. Donc elle est incontournable pour le développement de la presse démocratique locale et pour ces journaux dont les titres même montrent bien qu'ils s'inscrivent dans cette lignée du développement des idées radicales de la période, le socialiste de la Côte d'Or ou le républicain démocrate de la Côte d'Or, comme on le voit à l'écran. Ce sont deux journaux de très bonne facture, de grand format, à peu près 50 cm sur 35, donc, ce qui prouve que l'imprimeuse Marie Noëlla possède un grand savoir journalistique. Elle est la veuve de Pierre Noëlla, donc l'un des principaux imprimeurs de la Côte d'Or, mais qui est mort en 1839. Et en fait, c'est elle qui a lancé l'entreprise dans l'impression journalistique. Et on a développé l'activité. Donc c'est un profil qu'on peut rencontrer de manière assez récurrente, qui n'est pas rare, et qui semble un peu moins répandu en Italie, mais qui existe aussi, mais c'est encore un champ de recherche à approfondir parce qu'il y a vraiment très peu pour ne pas dire aucun travaux sur la question. Au-delà des acteurs, j'aimerais évoquer aussi le contenu de ces journaux, parce que, comme on l'a vu avec ceux imprimés par Marie Noëlla à Dijon, ils portent des mots d'ordre démocratiques. En fait, ils permettent le développement d'un champ lexical politique démocratique qui s'associe, donc qui est transcrit en fait par l'encre et le papier, et vraiment au cours de la production des journaux. Cette idée a été théorisée de manière contemporaine, puisque les acteurs contemporains en étaient conscients, par un journal de Palerme, donc, qui s'appelle La Sentinella, donc, qui a écrit un article, a publié un article le 15 octobre 1848, intitulé de manière explicite, donc, Le journalisme et le peuple. Je cite: les journaux qui ont été publiés jusqu'à aujourd'hui, dans un sens ou dans un autre, à quelques rares exceptions, n'ont écrit que pour le gouvernement. Le temps est venu qu'un homme né dans le peuple, qui a vécu avec lui et seulement inspiré par lui, n'écrive que pour le peuple. Donc voilà, le propos est assez clair. C'est à la fois une critique de la presse dominante, la presse des notables existante, qui est une presse bourgeoise, autant que l'idée de proposer un nouveau modèle. Un nouveau modèle qui passe en fait d'abord par les prix et la manière de vendre ces journaux. Donc ce modèle se manifeste simultanément dans des villes qui sont éloignées de plusieurs centaines de kilomètres et même dans différents États. Les États italiens ou bien en France, de Paris à Rome, de Lyon à Naples, pour reprendre les villes que j'ai prises en exemple au début, et une démocratisation donc, dans ces villes qui s'opère par la vente au numéro. Donc les crieurs publics sont priés de faire le tour des imprimeries, de récupérer les journaux et de les vendre dans la rue. Les circuits sont bien rodés, même s'ils laissent peu de traces écrites. Difficile d'avoir des chiffres précis, même à partir des rapports de police, parce que ces feuilles peuvent disparaître et réapparaître en un rien de temps. Et donc, elles se diffusent parfois jusqu'à 5000 exemplaires, parfois même 10 000. Et par colportage, on peut en envoyer aussi, étendre, entre guillemets, ce développement démocratique de la presse des villes aux campagnes alentours. Donc, ce sont des chiffres importants. Par exemple, en Italie, on sait que les journaux établis, les journaux de la bourgeoisie libérale, se diffusent au maximum à 1500 ou 2000 exemplaires euh, avec un abonnement annuel qui est très cher. Et donc, quand on a une feuille qui se diffuse à 5000 exemplaires, on voit vraiment un succès net.
Un succès qui vient donc des prix. En fait, c'est l'invention de la presse, ou du moins l'épanouissement de la presse à 1 sou, 5 centimes de francs. Euh, donc, elles se vendent souvent, ou parfois 2 sous ou 3 sous. On va de 5 à 15 centimes, avec la mention, la mise en avant en fait de ce mode d'écoulement, de diffusion des journaux. Là, on le voit pour le journal La République de Lyon, donc fondé toujours à la même période, au printemps 1848, et comme le journal La Presse du Peuple de Paris. Donc tous les deux, ils font référence à ce champ lexical dont j'ai parlé, peuple, on le retrouve soit dans le sous-titre, soit dans le titre, et qui se vendent à 5 centimes. Et on observe la même chose en Italie de manière concomitante. On voit à gauche le journal L'Inferno de Naples, donc avec le sous-titre Costa un grano, ça veut dire se vend à 1 sou, c'est l'équivalent donc de 5 centimes. Et à Rome, on a même une invention, une originalité, c'est que le prix de vente, en fait, est le titre du journal. Donc, un baiocco, c'est aussi 1 sou, c'est 5 centimes. Donc, c'est pas la même, pas la même monnaie, parce qu'on est, Rome et Naples sont dans deux États différents, mais on voit que voilà, tous ces journaux aussi font appel à, cette, à ce champ lexical démocratique que j'ai évoqué. Celui de Rome, un baiocco, donc a pour sous-titre tout du peuple, tout pour le peuple. Donc c'est assez explicite. Alors on voit qu'on a une avance euh, des journaux français dans la typographie, les bandeaux sont un peu plus complets, mais au niveau au niveau de la production, on a affaire à des productions qui restent artisanales, mais qui sont en même temps très modernes, artisanales dans leur matérialité, mais très modernes dans leur manière de se vendre et de s'écouler et de se diffuser. Et ces productions qui inondent les villes françaises et italiennes en 1848-1849 ne sont pas sans provoquer donc une vive réaction de la presse traditionnelle. Dans un article du 7 septembre 1849, donc la rédaction du journal de Turin Il Conciliator Torinese, représentatif en fait, le nom importe peu, mais c'est que c'est un journal représentatif de cette presse dominante qui s'écoule par abonnement. Et il publie un article qui attaque vigoureusement ces strioni, c'est la parole italienne, donc ces crieurs ou vendeurs à la criée, qui sont qualifiés, je cite, de garçons sales dans leurs habits, qui se dédient à l'odieux métier de la vente dans les rues de petits journaux diffusés en nombre et sans contrôle. Donc un article qui est intéressant parce qu'il a été diffusé dans la presse aussi bien à Naples qu'à Rome, donc au-delà de Turin. Là, on voit ici une image qui est un peu plus tardive, qui date de la fin du 19e siècle, au moment où se développe vraiment cette presse populaire à 5 sous, mais qui montre bien comment ces vendeurs dans les rues essaient d'écouler des dizaines de journaux qui parfois se font concurrence entre eux et qu'il faut essayer de vendre parce que pour pouvoir réimprimer le numéro suivant, ben, il faut avoir recueilli en fait les sommes de la vente précédente. C'est un modèle économique qui est très différent de celui à l'abonnement où on sait à l'avance combien on va devoir imprimer de feuilles. Et donc cette figure du vendeur à la criée fait partie de ces acteurs méconnus, encore méconnus de la civilisation du journal, et qui me préoccupent dans mes recherches, comme les imprimeurs ou les imprimeuses. Ils sont une figure qui a quasiment disparu de nos sociétés, mais qui survit dans certains logos, comme celui des éditions La Découverte, ou plus paradoxalement dans celui du journal Mediapart, qui met en avant cette figure alors qu'il est une presse entièrement numérisée, donc ce qui pose la question du rapport à l'écrit, à la disparition du journal papier et de la culture qu'il a créée, qu'il a engendrée au fil du temps. Quoi qu'il en soit, ces journaux démocratiques du milieu du 19e siècle, leurs idées radicales, leur prix, leur capacité de diffusion sont un modèle qui passe aussi par une contre-culture journalistique qui a une dimension visuelle. Alors on pourrait évoquer beaucoup d'éléments, mais j'en garderai seulement deux. D'abord, les figures populaires. Donc, c'est la mise en avant de figures populaires, souvent anciennes, qui sont rejetées dans la culture élitiste, comme la Befana en Italie, donc la sorcière, qui est le titre d'un journal qui se crée à Rome, toujours à la même période, en juillet 1848.
Donc la Befana, elle est fêtée le début janvier, le jour de l'Épiphanie, parce que Befana, c'est une déformation du mot Épiphania, et donc c'est un symbole populaire qui est revendiqué pour justement écouler pour vendre ce journal, pour qu'il soit compris aussi des masses qui ne maîtrisent pas la lecture. Et j'aimerais évoquer, donc pour le cas français, on a une particularité, c'est la forte influence du souvenir de la Révolution, avec là une filiation directe entre le journal Le Petit-Fils du père Duchesne, qui se revendique donc du journal Le Père Duchesne, qui était une des feuilles principales des années 1790 durant la Révolution. Mais on voit que la différence typographique entre les deux périodes, l'évolution importante entre la Révolution française et la Révolution de 1848. Donc, pour conclure, j'aimerais évoquer un peu le destin de ce foisonnement journalistique. Alors, on sait que partout, en France comme en Italie, il y a une réaction des pouvoirs qui passe par la répression financière et les procès de presse. Les chiffres sont éloquents. On voit que pour entre l'année 1848 et l'année 1851 et les années 51-52, donc on a une chute totale en Italie et quasiment totale en France de ces créations journalistiques qui montrent que voilà, la réaction du pouvoir a été féroce. Mais j'aimerais évoquer pour finir un dernier exemple qui montre que cette répression, cette réaction n'a pas été aussi forte de partout parce que il y a un État qui fait exception, c'est le royaume de Piémont-Sardaigne. Par exemple, à Gênes, en 1851 et 1852, euh, donc le royaume de Piémont-Sardaigne, il est frontalier avec la France, la capitale est Turin et l'autre ville principale est Gênes. Et il se crée à Gênes plus de journaux qu'à Paris en 1851-1852, alors que la ville est peuplée de 230 000 habitants contre plus d'un million pour Paris. À Turin aussi, la presse démocratique perdure, notamment comme le prouve le succès de la Gazzetta del Popolo, que j'aimerais vous présenter pour terminer. Son premier directeur, Jean-Baptiste Bottero, est un médecin originaire de Nice et qui est issu d'une famille aisée, mais son associé, Felice Govean, donc a commencé comme ouvrier typographe avant d'entamer une ascension sociale par la presse. Et cette feuille est la plus vendue de la péninsule italienne, avec 10 000 exemplaires en moyenne dès 1800, durant l'année 1852. Et notamment son succès est fait par la vente à 5 centimes qui la rend accessible aux classes populaires, aux classes urbaines instruites aux classes populaires instruites urbaines de Turin. Donc c'était un des rares moments où un État italien semble plus avancé que la France dans les années 1850 sur les questions de liberté de la presse et d'épanouissement journalistique. Mais voilà, on observera donc après le Second Empire qui a mis fin finalement à ce développement démocratique de la presse à partir de 1852, un nouveau développement dans le dernier tiers du 19e siècle. Merci.